Salut tout le monde, c'est Gaïa, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances. Pour ma part, c'est le cas, je viens d'ailleurs de rentrer de voyage, c'est pour ça que j'ai malheureusement pas pu poster ma vidéo à temps. Je comptais rentrer un petit peu plus tôt, mais finalement il y a eu un léger retard, puis j'ai débarqué chez moi à 3h30 du matin. Je vous raconte pas l'état de fatigue, donc il était impossible pour moi ni d'enregistrer ni de monter quoi que ce soit. Mais voilà, j'ai pris mon courage à deux mains et je le fais là parce que, chose promise, chose due, je dois vraiment le faire et je vous ai promis que ça allait être samedi ou dimanche au lieu de vendredi et j'espère que ça va être samedi. Donc si vous voulez voir mes petites photos de voyage, mes petites aventures de voyage, vous pouvez toujours aller checker sur Instagram. J'essaie de poster les photos les plus marquantes ou bref les trucs les plus marquants que j'ai vus. Donc j'espère que vous allez passer me faire coucou. Bref, revenons à nos moutons. Donc les trucs qui nous intéressent sur cette chaîne sont tout ce qui est étrange, bizarre et mystérieux. Et pour l'histoire d'aujourd'hui, je vais vous prendre un dossier de personnes disparues, mais pas n'importe lequel. Tout d'abord, il faut savoir que les dossiers des personnes disparues sont malheureusement de plus en plus fréquents. Certaines personnes vont être retrouvées mortes, d'autres vivantes, et d'autres vont rester à jamais dans le néant de la disparition. Aujourd'hui, je vais vous parler de Steven Kubacki. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une personne qui a disparu en 1978, mais son histoire, elle, est très inhabituelle, car le mystère l'entoure toujours, même si il a été fini par retrouver, et il a été retrouvé vivant. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous propose l'histoire de la disparition et de la réapparition troublante de Steven Kubacki. Moi, c'est Gaïa et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Horror Gaïa. Steven Kubacki a disparu en février 1978. À l'époque, il avait 23 ans et il était étudiant au Hope College, une petite université chrétienne privée située sur la rive sud-est du lac Michigan. Steven y étudiait l'allemand et l'histoire. Steven était une personne assez libre d'esprit quand on la comparait aux autres étudiants enrôlés au Hope College. C'était une personne qui adorait la nature, le camping et c'était aussi un amoureux du ski de fond. En cette journée de février 1978, seulement à quelques mois de l'obtention de son diplôme, Steven a décidé de partir pour une petite expédition de ski de fond en solitaire. Son expédition allait se faire autour du lac Michigan qui était gelé à cette époque de l'année. Cette zone, la zone du lac Michigan donc, est connue à ce jour comme étant le triangle du lac Michigan. Elle s'étend de Manitowoc au Wisconsin jusqu'à Ludington au Michigan et au sud, elle s'étale jusqu'à Benton Harbor. Comme le triangle des Bermudes, le triangle du lac Michigan est connu pour ses disparitions mystérieuses depuis les années 1891 lorsqu'une géolette nommée Thomas Hume avait traversé le lac Michigan à la recherche de bois. Le Hume et son équipage de 7 marins ont tous disparu à jamais. Depuis, le triangle du lac Michigan a été le site d'innombrables mésaventures aériennes mystérieuses, de naufrages et de disparitions, comme par exemple le mystère du navire Rosabelle, la disparition du capitaine Donner ou encore la disparition du vol Northwest 2501, mais ça, c'est encore une autre histoire. Pour revenir à Steven, il avait prévenu sa famille et ses amis qu'il partirait pour une journée, maximum 2. Et ceci n'a inquiété personne car il était habitué à ce genre d'expédition dans la nature, hiver comme été. Et il était un excellent skieur. Mais gardez juste en tête que cette décision de skier autour du lac Michigan fait qu'il va se retrouver pile au centre du fameux triangle du lac Michigan.
Donc, le lendemain de son départ, des motoneiges qui étaient dans le triangle du lac Michigan ont remarqué des empreintes de ski dans la neige qui s'étendaient sur un peu moins de 200 mètres et qui s'arrêtaient brusquement au bord du lac. À la fin de cette traînée de ski, au bord du lac, ils ont retrouvé une paire de skis et des pôles de ski. Pour ceux qui ne savent pas, les pôles sont les 2 bâtons que les skieurs utilisent pour avancer et pour les aider à s'équilibrer. Bref, en plus des skis et des pôles, ils ont trouvé des traces de pas sur la glace qui recouvre la plage du lac. Ces traces de pas menaient au lac car elles étaient sur la plage du lac, en direction du lac, mais elles s'arrêtaient pile au bord de l'eau, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune trace de pas sur le lac en tant que tel. Pour les personnes qui ont découvert cette scène, la traînée en sens unique, la présence de ski au bord du lac et les traces de pas sur la plage signifient clairement que le skieur est tombé dans le lac, bien qu'il n'y ait rien d'autre qui le prouve. Donc, les conducteurs de motoneige ont décidé de prévenir la police au cas où qu'il y aurait une personne portée disparue dans la zone. En même temps que cette découverte a été faite, les amis et la famille de Stephen Kubacki se sont rendus compte qu'il n'était pas rentré de son trip comme prévu et ils ont alors appelé la police pour signaler sa disparition. Donc, quasi simultanément, t'as d'un côté les motoneigeurs qui découvrent des traces et des skis au bord du lac et de l'autre un signalement de personnes disparues en la personne de Stephen Kubacki. Les policiers ont donc rapidement fait la liaison et une recherche massive a été entreprise au niveau du lac Michigan, dans la zone où les skis et les pôles ont été retrouvés. Le truc est que les empreintes s'arrêtent brusquement au bord du lac, comme je viens de vous le dire. Il n'y a donc aucune autre empreinte de quelque sorte que ce soit ailleurs autour du lac, de près ou de loin. En même temps, il n'y a aucune trace de pas retrouvée sur le lac et le lac ne semble même pas avoir été dérangé, dans le sens où rien ne prouve qu'effectivement une personne a marché sur le lac et il n'y a aucune craque de glace sur le lac, pas même une fissure. Le lac est une étendue de glace continue. C'est comme si Stephen a soudainement été avalé par la terre ou tout simplement disparu sur place. Alors que des centaines de personnes sondaient la zone du lac à la recherche de Stephen Kubacki, comme par magie, son sac à dos est apparu juste à côté de ses skis et de ses pôles. Quand je dis juste à côté, c'est pas vraiment à côté, mais mettons dans la zone où on a retrouvé les skis et les pôles. On est d'accord que c'était le premier endroit où tout le monde a checké et que, mis à part que c'était le point de départ de l'expédition de recherche, cette zone a été passée au peigne fin et tout le monde était catégorique, le sac à dos n'était pas là au départ, mais il est bien apparu d'une manière ou d'une autre. Les policiers et les bénévoles ont fini par assumer que probablement qu'il avait été là, mais que personne n'y avait fait attention. Bien qu'au fond, tout le monde savait que ce n'était pas le cas, ils n'avaient pas une meilleure explication. Bref, après une longue recherche, laborieuse et malheureusement infructueuse, les policiers ont décidé d'abandonner l'affaire et ont prévenu la famille que probablement Stephen avait enlevé ses skis, déposé son sac à dos et est parti marcher sur le lac, que la glace s'est brisée sous lui et qu'il est tombé dans l'eau. Bien que, je le répète encore, il n'y avait aucune trace de glace brisée ni même fissurée sur le lac, mais pour tout le monde, famille, amis, chercheurs et policiers, ce serait comme ça que Stephen est mort et que son corps croupit sûrement au fond du lac Michigan. M'étant arrivé à ce point-là, la disparition est assez mystérieuse, mais on peut quand même trouver un semblant d'explication logique, même si elle n'est pas à 100% convaincante, on peut quand même un petit peu s'y fier. Mais le truc, c'est que 15 mois plus tard, donc plus précisément le 5 mai 1979, alors que le père de Stephen était tranquillement chez lui, il entend quelqu'un sonner à sa porte. L'homme va ouvrir et tombe des nues en voyant son fils, Stephen Kubacki, debout sur le pas de sa porte. Stephen ne comprenait pas la réaction de son père. Au fond, il ne savait pas combien de temps s'était écoulé depuis son départ. En entrant dans la maison familiale, Stephen a vu un journal dans le salon qui parlait de sa disparition et le journal datait de 15 mois en arrière. Stephen était étonné de découvrir qu'il avait été absent pendant si longtemps. Il était abasourdi lorsque son père lui a révélé qu'il avait disparu dans le lac Michigan, à plus de 1200 km de là où il se trouvait actuellement. Et bizarrement, Stephen a fini par révéler à son père qu'il n'avait quasiment pas de souvenir de ce qui lui est arrivé. Tout ce qu'il savait était qu'il s'était réveillé à Pittsfield, à une 60aine de kilomètres de la maison de son père. Il était allongé dans un pré avec un petit sac à dos qui lui était inconnu
Et le sac à dos contenait des maps et des cartes postales selon lesquelles il aurait visité Chicago, San Francisco, Sacramento. Il aurait fait le tour de la Californie, de l'Utah et même ailleurs aux US. Il avait également sur lui 40 $ en liquide et portait de nouvelles baskets, de nouvelles lunettes de soleil et un t-shirt du marathon de Wisconsin, ce qui indiquait qu'il avait probablement participé à ce dit marathon. Sachant que sa tante paternelle vivait à Pittsfield, comme par hasard, il est allé la voir et c'est elle qui l'a conduit jusqu'à chez son père. Mais vous voyez en fait, mis à part les détails de son réveil, Steven n'avait aucun autre souvenir concernant ce qui s'était passé au cours des 15 derniers mois de sa vie. Les journalistes lui demandaient constamment des interviews, mais Steven se faisait un point d'honneur à les éviter, chose qu'on peut comprendre. C'est déjà assez traumatisant de perdre un bout de sa vie, mais qu'en plus on te traite comme une bête de foire, ça doit pas être assez réjouissant à vivre, hein. Bref, dans l'une des rares déclarations qu'il a faites à la presse, Steven a assuré n'avoir aucun problème psychiatrique et tout ce qu'il pouvait dire était qu'il sentait n'avoir fait que courir pendant ces 15 mois où il avait disparu. Mis à part ça, ni lui ni personne ne sait ce qui s'est passé durant sa disparition. Alors, selon vous, est-ce que ce serait possible que Steven soit schizophrène et que pendant ces 15 mois, il aurait voyagé à travers les États-Unis sous l'effet d'une autre identité et avec une autre personnalité? Ou peut-être il aurait pu avoir souffert d'une amnésie temporaire durant laquelle il aurait erré son but précis à travers le pays? Bien sûr, pour les théories les plus folles, connaissant la zone où Steven a disparu, on peut se dire qu'il était une énième victime du triangle du lac Michigan, ou encore qu'il a été kidnappé par des extraterrestres, puis ramené et débarqué dans un champ au Massachusetts. Dans un champ au Massachusetts. C'est vraiment l'un des trucs les plus difficiles à dire. Comme les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles oubliées. Bref. Dites-moi vos théories dans les commentaires. Personnellement, j'ai trouvé cette histoire assez folle, et ce qui est encore plus fou est qu'il y a encore plein d'autres histoires comme ça, que j'ai découvert dans un livre que j'ai commencé à lire il n'y a pas si longtemps, ça s'appelle Missing 411. C'est un bouquin super intéressant avec des histoires vraiment troublantes, des histoires vraies, bien sûr. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, puis dites-moi si vous voulez entendre d'autres histoires de ce genre, et je me ferai vraiment un plaisir de vous les présenter, c'est des histoires incroyables. Sur ce, je ne vais pas vous parler encore plus de rien du tout. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, amusez-vous bien, profitez du beau temps, profitez de la plage, profitez de la nature, profitez de vos amis, de votre famille. Et c'est tout. Ciao!